Cette vidéo est faite en partenariat avec le serveur Discord Proxima. Si vous voulez parler d'astronomie, participer à des concours d'astrophoto, demander des conseils pour acheter un télescope ou simplement discuter avec des gens, alors allez-y. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Hey, le serveur Proxima, avec lequel je suis partenaire, a ouvert une chaîne YouTube. Je vous la mets donc en description et je vous laisse leur présentation. Bonjour chers futurs abonnés et bienvenue sur notre chaîne YouTube Proxima. Ici, chaque semaine, tu auras le plaisir de regarder des vidéos sur l'espace, l'astronomie, l'aérospatiale et tout un tas d'autres choses hyper cool. Encore mieux, tous les mois nous te proposons un documentaire complet sur des sujets palpitants. Le tout créé par nos membres tous passionnés, car Proxima n'est pas qu'une chaîne YouTube. Loin de là, c'est aussi un serveur Discord, une communauté de plus de 200 membres. Si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, alors abonne-toi, mets la cloche et rejoins notre Discord. Hey, aujourd'hui j'analyse Jericho. Alors, le debunk d'aujourd'hui ne traite pas d'une seule vidéo mais bien de 3 vidéos. Pourquoi ? Parce que c'est des vidéos assez simples à débunker, donc c'est assez rapide. Et vu que je veux pas faire des vidéos de 1 minute 30, je vous en fais 3, comme ça on est autour de 6-7 minutes. Je pense, hein. Je ne sais pas encore la durée totale de la vidéo. Alors, juste pour vous dire, la première vidéo est sur un avion qui aurait eu des choses plutôt étranges dans le triangle des Bermudes. La deuxième, c'est sur le son des planètes, hein. Oui, le son des planètes. Et la troisième, sur qu'est-ce qui se passerait si la Lune s'écrasait sur Terre. Pour finir, je vous ferai juste une petite review de ce qu'il a dit en réponse à le Radier, Science Coder et d'autres youtubeurs qui l'accusaient de lire des articles juste sans faire de recherche. Il prenait juste des articles et les lisait. Et on verra ça en fin de vidéo. Allez, bonne vidéo! Donc, comme je vous l'ai dit, la première vidéo traite de qu'est-ce qui s'est passé pour un avion qui a subi des choses plutôt étranges dans le triangle des Bermudes. Je vous laisse donc découvrir ce que sont ces choses étranges dans le premier extrait et je vous retrouve après pour le debunk. Le triangle de Bermude est l'une des théories du complot les plus célèbres du monde et un élément important du surnaturel. Il a été trouvé pour la première fois dans les mers, mais plus tard, des rumeurs, des histoires sur le triangle des Bermudes traduits en qui étaient dans le peuple de l'espace aérien étaient téléportés d'un endroit à l'autre. Des milliers, des milles, dans un deuxième monde sans aucune explication. L'avion qui volait de l'Allemagne au Brésil en 1954 a disparu peu de temps après le décollage et a atterri à l'aéroport de destination 35 ans plus tard. Les passagers et l'équipage se sont transformés en squelettes. Le reste de 88 passagers et 4 membres d'équipage ont été retrouvés dans l'avion. Le pilote décédé était toujours à la barre. La Super Constellation, qui a disparu en 1954, a atterri au Brésil. Les passagers et l'équipage se sont transformés en squelettes. Donc, le debunk est plutôt simple. Pourquoi ? Parce que, à part certains sites complotistes qui ont republié ça dans les quelques années qui se sont écoulées, c'est-à-dire depuis 2010, la seule source d'époque, c'est-à-dire de 89, qui ait publié un article là-dessus, c'est le Weekly World News, qui a publié un article donc en 89. Et qu'est-ce que c'est le Weekly World News ? Le Weekly World News, c'est un journal qui publie chaque semaine des articles parodiques de faits paranormaux. D'ailleurs, vous avez le journal qui en parle en description, donc en Google Book, que vous pouvez aller consulter et vous verrez qu'autour il y a plutôt des infos pas très réalistes, comme des aliens, etc. Alors, comme vous avez pu le voir, les debunks sont assez rapides. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a 3 dans cette vidéo. Donc, on va passer à l'extrait suivant, qui nous parle donc du son des planètes. Je vous laisse Jericho vous donner son avis. L'espace, les planètes et les galaxies, c'est quelque chose qui était toujours fascinant pour l'homme. Les amis, aujourd'hui, on va découvrir une vidéo assez spéciale. C'est des sons des planètes qui existent dans notre
galaxie. Ce que vous allez entendre dans la vidéo ne m'appartient pas, mais bien évidemment, ça appartient à la NASA. Si vous ne savez pas les amis, la NASA avait envoyé 3 sondes spatiales, qui sont Cassini, Juno et Voyager, afin de capturer le son dans l'espace. Ce n'est pas de la musique ou autre chose, mais on a l'impression c'est comme si c'est des ondes de radio. Et le plus terrifiant de tous les sons des planètes les amis, c'est celui de Pluton. Je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Alors, commençons par une petite erreur. Dans l'espace, il n'y a pas d'air pour propager les vibrations, et donc il n'y a pas de son. Mais la NASA a effectivement publié une liste d'enregistrements radio. Et donc, cette liste ne correspond pas à celle de la vidéo. Pourquoi ? En fait, je pense que sa liste vient d'une vidéo américaine qui trouvait ça mieux d'avoir ces enregistrements-là qui sont plus réguliers. Parce que le truc, c'est qu'un enregistrement d'une planète, ça émet par à-coup. Il y a des coups où il y a un enregistrement, d'autres où il n'y a pas. Et donc, ça ne correspond pas à ce que j'ai sur le site de la NASA. D'ailleurs, vous avez le site de la NASA en description si vous voulez les vrais enregistrements. Mais par exemple, pour le trou noir, on ne pourrait pas avoir d'enregistrement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'en a pas un assez proche pour avoir déjà réussi à en prendre en photo. Ça devrait pas tarder, mais Sagittarius A*, qui est donc le trou noir le plus proche de nous, est au centre de la Voie lactée, alors que nous, on est dans la périphérie, vraiment à l'extérieur de la Voie lactée, vraiment tout au bord. Et donc, on est très très loin, et envoyer une sonde assez proche pour en avoir un enregistrement audio, c'est compliqué. Même si on a des enregistrements de pulsars qui sont d'ailleurs vachement réguliers, c'est des petits coups comme ça, tac, 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 tac. Et donc, on peut avoir des enregistrements de choses assez loin, mais il ne me semble pas qu'on ait des enregistrements de trous noirs. Allez, je vous laisse avec le 3e extrait, et si vous voulez, après la vidéo, allez écouter les vrais enregistrements. Et si la Lune percutait la Terre ? On va tous crever, allez salut. Oui, ça c'est sûr et certain les amis, mais... dans votre tête, quel est le scénario que la Terre va connaître si la Lune percutait la Terre ? Est-ce que vraiment c'est comme si on imagine une planète, boum, qui tombe sur la Terre et voilà, donc la Terre est détruite ? Ou peut-être il y a une autre hypothèse. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo courte pour vous montrer une petite hypothèse de certains scientifiques si la Lune arrive à percuter la Terre en se rapprochant. Si la vidéo vous plaira, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Si nous parlons d'une collision avec la Lune et non d'un astéroïde de la taille de la Lune, il n'y aura pas de collision frontale comme sur la photo les amis. Mais au lieu de cela, la Lune se rapprochera progressivement de la Terre sur une orbite en spirale, continuant de tourner autour de la Terre. Seulement, chaque tour qu'elle fera se rapprochera de plus en plus. Et c'est ce qui va arriver. Premièrement, nous notons qu'à marée basse, l'eau va beaucoup plus loin qu'avant, découvrant le fond marin dans des endroits inattendus. Et à marée haute, les vagues deviendront plus grandes. Au début, ils ne seront pas très grands, 100 mètres de haut. Ils couvriront toutes les villes côtières dans l'océan. Mais progressivement, les vagues commenceront à augmenter et cesseront d'être des vagues dans notre présentation habituelle. Ce sera une énorme masse d'eau qui est tirée par la Lune et entraînée par la rotation de la Terre. Se précipitera à la surface à une vitesse de plus de 1000 km/h, détruisant tout sur son passage. Au moment où la Lune se rapproche suffisamment de la Terre et commence à se déformer lentement, il n'y a pas pratiquement plus rien sur Terre qui soit suffisamment raisonnable pour en témoigner. En se rapprochant progressivement de la Terre, la Lune franchira la limite des roches, le rayon auquel les forces des marées causées par la gravité de la Terre sont égales à celles de la gravité propre de la Lune qui la maintient intacte et commence à se décomposer. La Lune va littéralement se déchirer, mais d'ici là, nous serons déjà tous morts et ne pourrons pas profiter de ce spectacle impressionnant. Les plus gros morceaux de la Lune se précipitent sur la Terre, dans une orbite en spirale, continuant à se décomposer, mais par frottement avec l'atmosphère, de plus petites pierres planeront en orbite, formant un anode de poussière avec les paupières, comme celle qui tourne autour de Saturne. Et bien que tous les grands fragments de la Lune ne tombent pas immédiatement sur la Terre, nous parlons toujours d'une masse de 7,35
fois 1022 kg, moins la masse des fragments qui resteront suspendus en orbite. Dont le bombardement entraînera la libération d'une quantité énorme d'énergie sous forme de chaleur. Et la chaleur, évaporée par l'océan, va faire fondre la surface de la Terre et le reste des fragments lunaires en les mélangeant les uns aux autres. La Terre et la Lune ensemble se transformeront en une boule de pierre bouillante qui se refroidira progressivement pour former une nouvelle planète. Si on avait de la chance les amis, la vie reviendra sur cette planète, réfutant ainsi l'affirmation selon laquelle la vie sur Terre n'est possible que grâce à la Lune. Et ses habitants auront un ciel pittoresque avec un anneau, comme dans les films de science-fiction et avec une gravité légèrement plus forte. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose par rapport à ce scénario désastre. Si on imagine qu'un jour la Lune arrive à percuter la Terre. C'est vraiment un scénario inimaginable. Comme je dis dans la vidéo, on ne sera pas là. Malheureusement, on sera tous morts pour assister à ce spectacle assez impressionnant. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire, les amis, si vous aimez ces genres de vidéos, si vous avez des autres idées. Je vais lire justement vos commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborderai prochainement comme thème sur la Terre, sur la Lune, sur un peu surtout. Si vous avez vraiment des sujets à me proposer, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Pour moi, tout est fini les amis, c'est à vous de me dire d'ailleurs, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Un bon petit j'aime et un bon petit partage, c'est la récompense. Sur ce, moi je vais geeker un peu sur Black Ops 4. Je sais pas si vous jouez aussi aux jeux vidéo, moi je suis un gros geek. Voilà, sur ce les amis, bonne soirée à tous et ciao. Alors, il y a quelques points fâcheux dans cette vidéo. Le premier, c'est que les images ne sont pas du tout à l'échelle. Il nous montre des photos ou des vidéos où la Lune est très très proche de la Terre, ce qui n'est pas le cas. Voici une photo à l'échelle. Donc comme vous pouvez le voir, par rapport à ce qu'on s'imagine en général, la Terre est très très loin de la Lune. Ensuite, la Lune s'éloigne de 3 cm par an de la Terre. Ce qui pose un petit problème, c'est que son scénario de la Lune qui s'écrase sur Terre est donc impossible. Parce que si elle s'éloigne de 3 cm par an, elle ne peut pas rentrer en collision avec. 3 cm par an, pour relativiser, c'est pas énorme. Elle est à 350 000 km environ de la Terre, donc 3 cm ça change vraiment pas grand chose. Et pour finir, j'ai deux histoires à vous raconter. Tout d'abord, celle de Shoemaker-Levy. Shoemaker-Levy 9 est une comète d'environ 2 km de diamètre qui, en juillet 1994, s'est écrasée sur Jupiter en plusieurs morceaux. L'impact résultant de la collision entre la comète et la géante gazeuse a créé une multitude de taches brunes sur la surface de Jupiter. La plus grande de ces taches faisait 12 000 km de diamètre. Pour comparer, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. Je vais ensuite vous parler de l'impact de Tunguska. Donc, l'impact de Tunguska est dû à un astéroïde ou une comète d'environ 45 à 70 mètres de diamètre qui a causé un impact qui avait la puissance de 10 millions de tonnes de TNT. La forêt aux alentours a été couchée sur plus de 100 km². C'est énorme et pour comparer, la Lune fait 3400 km de diamètre. Je vous laisse imaginer que la Terre ne tiendrait pas à un impact avec la Lune. Ce qu'il nous raconte, c'est donc des grosses conneries. Alors, je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous faire une review de ce qu'il a répondu à Le Radier, Science Coder, Max Escla et d'autres. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que il a un boulot, il a un enfant, une femme, donc il n'a pas trop le temps de faire des recherches pour ses vidéos, donc il fait que lire des articles. Alors, certains disent que c'est une bonne chose qu'il avoue. Effectivement, c'est une bonne chose, mais ça devrait être la norme. C'est pas un bon point, c'est juste qu'il est mieux que d'autres qui ne l'avouent pas et qui le font aussi. Mais effectivement, c'est vrai qu'il n'aura pas forcément le temps. Mais à ce moment-là, au moins contrôle que tes articles sont fiables et juste peut-être réécris l'article, mais vite fait, parce que les articles que tu lis sont pas très longs, donc ça ne prendrait pas beaucoup de temps de les réécrire. Au lieu de juste lire l'article tel quel, comme ça il y aurait comme ça tu comprendrais ce que tu lis au moins. Et ensuite,
je suis d'accord avec toi, c'est pas normal que tu te fasses insulter. Tu mérites pas de te faire insulter, ton contenu est peut-être pas forcément le meilleur qui existe, de loin pas, mais tu ne mérites pas de te faire insulter et surtout de te faire menacer de mort. Je suis d'accord sur ça. Donc, voici mon point de vue. Alors, je vous laisse la vidéo en description, vous pourrez aller voir ce qu'il nous dit et vous faire votre propre avis là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez débattre dans les commentaires à ce propos si vous voulez. Donc, sur ce, la vidéo est finie. Je vous rappelle juste que j'ai un Discord si vous voulez venir discuter d'un peu de tout, proposer des sujets, faire un peu tout ce que vous voulez. Ce qu'on peut faire en tout cas sur un Discord. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! On ira, on saura sauver notre existence, se donner